Ma femme a rejoint une secte végane et a failli sacrifier mon chien pour prouver sa loyauté. Je l'ai mise à la porte et je n'ai jamais regardé en arrière. 6 mois plus tard, elle m'a envoyé un message pour demander de l'aide parce que sa secte s'était retournée contre elle. Quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai tout de suite trouvée géniale. Pas dans le genre « elle est différente des autres filles », mais plutôt « cette fille m'accepte telle que je suis, et même pour ce que je suis ». Ensemble, on a découvert l'art de la dégustation de steak. Oui, ça peut paraître étrange, je sais. Tout a commencé dans un restaurant très chic, du genre où le serveur apporte un plateau d'échantillons avant que tu choisisses ton plat. Vraiment haut de gamme. On a toujours été de vrais passionnés de cuisine, mais là, c'était notre dada. Tellement qu'on a décidé de reproduire l'expérience à la maison dès le lendemain. J'ai acheté différentes pièces de viande et je lui ai bandé les yeux pour qu'elle devine de quelle partie de la vache venait chaque morceau. Avec le recul, c'est vrai qu'on était un peu obsédés, mais jamais je n'aurais imaginé que ça finirait en divorce. Un jour pourtant, elle m'a dit qu'elle en avait assez de manger du steak 3 fois par jour. Elle voulait changer. Très bien, aucun problème. Jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison en me parlant de sa nouvelle amie, Evelyne. J'ai été surpris parce que Lorraine n'était pas du genre sociable. Elle restait généralement en retrait dans les groupes, donc forcément j'étais aussi content pour elle. Elle m'a dit qu'Evelyne avait une silhouette incroyable et qu'elle voulait commencer à faire du sport avec elle. Je lui ai rappelé que je l'aimais comme elle était et que ça ne changerait pas. Pour moi, c'était clos, ou du moins, c'est ce que je croyais. Les jours suivants, ma femme a commencé à changer, et pas dans le bon sens. Un soir, elle est rentrée d'un cours de pilates avec Evelyne et m'a trouvé en train de manger un entrecôte dans le salon. Tu savais qu'un régime à base de plantes pouvait réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90%? J'ai failli m'étouffer de rire, jusqu'à ce que je réalise qu'elle était parfaitement sérieuse. Elle a continué en m'expliquant qu'Evelyne lui avait fait découvrir un nouveau mode de vie et qu'on devrait suivre son exemple. Chérie, je te soutiendrai toujours dans tes choix, mais moi, je vais continuer à manger de la viande. Je m'attendais à ce qu'elle m'approuve comme d'habitude, ou au moins qu'elle acquiesce. Mais à la place, elle m'a lancé un sourire étrange, comme si je venais de la défier. Le lendemain matin, encore à moitié endormi, j'ai attrapé mon téléphone pour regarder quelques vidéos sur Instagram. Mes yeux se sont écarquillés. Tout mon fil était envahi de propagande végane. J'ai compris que Lorraine avait dû fouiller dans mon téléphone pendant que je dormais. Elle avait arrêté de suivre tous mes proches, y compris ma famille, et les avait remplacés par des pages militantes. Lorraine avait toujours été un peu influençable, du genre à vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais je m'étais toujours dit que je pourrais la protéger de ceux qui voudraient leur profiter de ça. Apparemment, je me trompais. Plutôt que de la réveiller pour en discuter, je l'ai embrassée sur le front, et je suis parti travailler. La dernière chose que je voulais, c'était qu'Evelyne mette la pagaille entre nous. Je n'ai pas reparlé de tout ça avant le soir. Chérie, je sais que tu traverses une période de changement, mais j'aimerais que tu respectes mon choix de ne pas... Ah, donc maintenant c'est moi la méchante ? M'a-t-elle coupé. Tu ne vois pas que j'essaie littéralement de te sauver la vie? Un régime végétal augmente par 5 les chances d'atteindre 100 ans. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand Lorraine part un peu trop loin. Je lui ai pris la main, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai rappelé qu'on était dans le même camp, ensemble contre le problème. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Elle m'a repoussé et a murmuré « Evelyne avait raison à ton sujet ». Puis elle est allée se coucher. Sérieusement, c'est une blague? Les semaines suivantes, j'ai retrouvé des steaks haut de gamme à la poubelle, ma collection entière d'accessoires de barbecue vendus sur Internet pour 3 fois rien, et des affiches de PETA sur chaque mur de notre ancien cocon d'amour. Un soir, allongé dans notre lit, je me suis tourné vers une figurine que Lorraine avait achetée. Un cochon suspendu dans une boucherie. C'en était trop. On doit divorcer. Tu as raison, m'a-t-elle répondu. Je ne peux pas vivre avec un tueur. Heureusement, il faisait assez sombre pour qu'elle ne voie pas mes yeux levés au ciel. La procédure a duré 4 semaines. Pendant ce temps, elle passait tout son temps libre avec Evelyne. C'est à ce moment-là qu'Evelyne a trouvé un petit ami, un gars amateur de viande. Ironique, non? Je le sais parce que je la suivais sur les réseaux et elle postait des photos d'eux en train de faire des barbecues ou de manger des côtes. C'est là que Lorraine m'a appelé. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle était désolée d'avoir été aussi aveuglée. Mais à ce moment-là, j'étais déjà dégoûté par l'idée même d'une relation. J'étais prêt à vivre seul pour toujours, entouré uniquement de steaks dans mon frigo. Alors j'ai refusé poliment sa proposition de se remettre ensemble. Je pensais vraiment ne plus jamais avoir de ses nouvelles. Mais apparemment, elle en avait décidé autrement. Le lendemain, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une tranche de steak cuite sur la table. J'étais perplexe, jusqu'à ce que je voie le collier de mon chien posé à côté. Mon cœur s'est arrêté. J'ai appelé Max, encore et encore. Il n'est jamais venu. Puis j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Bon appétit. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Mes yeux se sont brouillés de larmes. La panique et le chagrin m'étouffaient. Max n'était pas juste un animal, c'était ma famille. Il était là pour moi pendant les pires moments de mon divorce. J'ai immédiatement appelé Tara, une amie commune qui m'avait mis en garde contre Evelyne il y a des mois. Elle avait essayé de me dire qu'il y avait quelque chose de louche, mais je l'avais prise pour une parano. Je faisais les 100 pas dans ma cuisine, le regard sans cesse attiré par cette scène macabre sur la table. « Tu n'es pas fou », furent ses premiers mots. Pas de salut, pas d'introduction. Juste une confirmation glaçante de mes pires craintes. Evelyne fait ça. Elle repère des gens vulnérables, qui cherchent à appartenir à un groupe, à se sentir spéciaux. Mais pourquoi? Je continuais à tourner en rond.
évitant soigneusement la table où trônait ce cadeau. Le sol froid sous mes chaussettes me ramenait un peu à la réalité. Dehors, les lampadaires venèrent de s'allumer. Pour le contrôle, le pouvoir. Elle leur fait croire qu'ils sauvent la planète. Mais en réalité, elle collectionne des adeptes. Elle les rend dépendants de son approbation. La voix de Tara se brisa. J'ai perdu mon mari à cause d'elle. Et mon chat, son ton était déchirant, même à travers le téléphone. Mon sang se glaça. Ton chat? Je m'étais arrêté net, agrippant le plan de travail pour ne pas vaciller. La pierre froide sous mes doigts était la seule chose encore tangible dans ce cauchemar. Evelyne m'a convaincu que posséder un animal, c'était de l'exploitation, que je devais le libérer. Elle s'interrompit, la voix pleine de remords. Je l'ai laissé dans un parc à 50 km de chez moi. Je ne l'ai jamais revu. L'aveu resta suspendu entre nous, dévastateur dans sa simplicité. Je m'agrippais au comptoir, pris de nausée. Les implications s'écrasèrent sur moi comme des vagues. Lorraine? Le steak? Le collier de mon chien? Ma propre voix me parut étrangère, tremblante, presque chuchotée par la panique. Ça, c'est nouveau, admit Tara. Mais Evelyne va toujours plus loin. Quand j'étais dans son groupe, elle commençait à peine à parler de faire des sacrifices pour prouver son engagement. Le mot « sacrifice » résonna dans ma tête avec une gravité sinistre, faisant naître des images que je refusais de laisser s'imposer. Cette nuit-là, j'ai sillonné les rues, les parcs, les ruelles, appelant Max jusqu'à ce que ma voix se brise. Le faisceau de ma lampe torche fouillait les aires de jeux désertes, sous les voitures garées, dans les caniveaux. Parfois, des yeux brillants me fixaient, ceux d'un raton laveur ou d'un chat errant, mais jamais ceux de Max. L'air devenait plus froid à mesure que les heures passaient. La rosée s'accumulait sur l'herbe dans les parcs que je fouillais encore et encore. Épuisé, désespéré, j'ai déposé un signalement à la police le matin suivant. Mais l'agent Wilson n'avait pas l'air convaincu. Le commissariat bourdonnait de l'agitation matinale. Téléphone qui sonnait, bavardage d'agents, machine à café qui gargouillait dans un coin. Le bureau de Wilson débordait de papiers et de gobelets vides. Une photo de famille était coincée dans un coin, le montrant souriant avec 2 enfants. « Les chiens s'enfuient tout le temps !» dit-il sans vraiment regarder le collier que j'avais apporté comme preuve. Son stylo tapotait nerveusement son bloc-notes. Et laisser un steak sur une table, ce n'est pas un crime, techniquement parlant. Son ton laissait clairement entendre qu'il considérait ma plainte comme une querelle domestique sans importance. Mon ex-femme est dans une secte, ai-je insisté, conscient de l'aspect délirant de mes paroles. Ils essaient de me punir pour ne pas m'être plié à leurs croyances. Les lumières blafardes du commissariat rendèrent mes cernes encore plus visibles, tout comme les tremblements de mes mains. Wilson resta impassible. « On gardera l'œil ouvert pour votre chien », dit-il d'un ton qui reléguait ma demande au bas de sa liste de priorités. Il fit glisser un formulaire vers moi, à signer. Une formalité, rien de plus. Cet après-midi-là, je suis passé devant le nouvel immeuble de Lorraine, espérant la confronter. L'immeuble était moderne, aux lignes épurées, tout en verre, froid et impersonnel comparé à la chaleur de notre ancienne maison. Je me suis garé en face, observant l'entrée, répétant mentalement ce que je pourrais lui dire si je la voyais. Mais je ne suis pas descendu. Quelque chose dans l'agencement de bougies visibles sur son balcon me glaçait le sang. Depuis ma voiture, j'avais une vue directe sur le 3e étage. Ce qui avait autrefois servi à ces plantes aromatiques avait été transformé en une sorte d'hôtel. Des bougies blanches de différentes tailles entouraient un objet que je n'arrivais pas à identifier. J'ai utilisé le zoom de mon téléphone pour prendre une photo, même si l'image pixelisait légèrement à mesure que je poussais la limite. En l'examinant de plus près, mon estomac se noua. Au centre, encadré, se trouvait une photo de Max. Mon labrador au regard espiègle et au sourire si familier, maintenant au milieu de cet arrangement macabre, entouré d'objets à l'aspect rituel que je n'arrivais pas à identifier. Il me fallait entrer dans l'appartement pour obtenir des preuves concrètes. L'occasion s'est présentée grâce à Janice, la vieille propriétaire de Lorraine que j'avais connue pendant notre mariage. Janice m'avait toujours bien aimé. Je l'avais aidé à porter ses courses, à réparer un robinet. Lors de ma visite, j'ai inventé une histoire sur des documents importants que Lorraine gardait pour moi. Le mensonge me brûlait la gorge, mais la détresse surpassait mon intégrité habituelle. L'appartement de Janice sentait le pot pourri et les biscuits. Les murs étaient couverts de photos de ses petits-enfants et de broderies avec des citations inspirantes. « Elle est partie à une de ces manifestations », dit Janice, plissant les yeux derrière ses grosses lunettes. « Elle n'arrête pas d'aller et venir à des heures absurdes. Elle fait un vacarme pas possible dans les escaliers. Pas très respectueux pour une vieille dame, dit-elle en reniflant, outrée. Avec un minimum de persuasion, elle me laissa entrer dans le couloir. L'appartement de Lorraine semblait plus long que dans mon souvenir, la moquette étouffant mes pas alors que je suivais lentement Janice. Chaque pas mélangeait l'angoisse et la détermination. J'avais besoin de réponses, même si je redoutais ce que j'allais découvrir. La transformation de l'appartement était sidérante. Chaque mur était couvert d'images graphiques d'abattoirs. L'air était saturé d'encens, une odeur entêtante qui me piquait les yeux. Les meubles, que je reconnaissais de notre ancienne vie, avaient été déplacés de façon étrange, comme si on avait voulu effacer tout souvenir de normalité. Sur la table de la salle à manger trônait le sanctuaire que j'avais aperçu du balcon. Les bougies entouraient la photo de Max, des fleurs séchées et une petite boîte en bois contenant ce qui semblait être des poils de chien, dorés, exactement comme ceux de Max.
Mon estomac se retourna. La bile me remonta dans la gorge. La cire avait coulé sur la table, formant autour de chaque bougie des stalactites grotesques. Un carnet ouvert se trouvait à côté du sanctuaire. L'écriture était celle de Lorraine, mais les mots ne lui ressemblaient pas du tout. Jour 7 de ma libération. Le sacrifice était nécessaire pour purifier mon esprit de la corruption de la chair. Il dit que le premier pas est toujours le plus dur, mais je suis désormais libéré des chaînes de la complicité. L'écriture était bien celle de Lorraine, mais plus nerveuse, plus hachée. Les lettres creusaient profondément le papier, comme si elle avait appuyé avec rage. J'ai tout photographié. Le sanctuaire, les pages du carnet, les murs couverts de propagande. Mes mains tremblaient, le téléphone me rappelant sans cesse de rester immobile pour une meilleure qualité d'image. L'appartement me paraissait irrespirable. L'encens, mélangé à une autre odeur plus chimique, me donnait la nausée. Il fallait que je sorte. Un calendrier attira mon regard. Le vendredi suivant était encerclé en rouge avec la mention « Rituel de purification. Apportez les outils ». On était mercredi. Le cercle rouge semblait battre au rythme de mon cœur, les implications terrifiantes. De retour dans ma voiture, j'ai rappelé Tara. L'habitacle me parut être une chambre stérile, loin de la contamination mentale de l'appartement de Lorraine. J'ouvris grand la fenêtre pour respirer un peu d'air frais, pour chasser les relents de ce que je venais de vivre. « Un rituel de purification ?» répéta-t-elle, l'inquiétude perçant dans sa voix. « C'est nouveau. Quand j'étais dans le groupe, on avait juste des cercles de confession où on avouait nos crimes envers les animaux. » Sa voix baissa d'un ton, presque un murmure, comme si elle craignait encore d'être entendue, malgré les mois écoulés depuis qu'elle avait quitté Evelyne. « Qu'est-ce que je dois faire ? La police ne me prend pas au sérieux. » Je mis le moteur en marche, pressé de m'éloigner de ce bâtiment, de cette folie. Le bruit familier du moteur fut une maigre consolation dans ce cauchemar éveillé. « Tu as besoin de plus de preuves », m'a conseillé Tara. « Et tu dois trouver d'autres personnes qui ont échappé à l'influence d'Evelyne. » Sa stratégie tenait la route. La force du nombre, la crédibilité. En réunissant plusieurs témoignages, j'avais une chance d'être prise au sérieux. En fouillant sur les réseaux sociaux, j'ai identifié 3 anciens adeptes. Audrey, qui tenait maintenant un blog dédié aux survivants de sectes, Cameron, qui avait publié des avertissements cryptiques sur les extrémistes véganes, et Ray, dont un long post sur la reconstruction après une manipulation idéologique contenait des allusions à peine voilées à Evelyne. Les 3 m'ont répondu, chacun partageant sa propre histoire glaçante. Audrey avait donné toutes ses économies au soi-disant refuge animalier d'Evelyne, un lieu qui n'avait jamais existé. Cameron avait été forcé de rompre avec son partenaire non vegan. Ray avait avoué avoir vandalisé des commerces locaux servant de la viande. Leurs récits se sont déversés dans ma messagerie, confirmant mes pires craintes tout en révélant de nouvelles facettes des tactiques d'Evelyne. Aucun d'eux n'avait entendu parler de rituels de purification, mais tous partageaient la même inquiétude. Evelyne allait de plus en plus loin, devenait de plus en plus extrême. Le schéma était clair. Ce qui avait commencé comme une forme de militantisme alimentaire s'était transformé en quelque chose de bien plus sombre. Evelyne poussait ses adeptes à des actes de plus en plus radicaux pour prouver leur loyauté. On a convenu de se retrouver ce soir-là, dans un café de l'autre côté de la ville. Alors que je me préparais à partir, mon téléphone vibra. Un SMS anonyme s'afficha. « Nous savons ce que tu fais. Arrête maintenant ou subis les conséquences. » Le message me frappa comme une gifle numérique. Quelqu'un surveillait mes moindres faits et gestes. Par la fenêtre, je repérais une voiture inconnue garée de l'autre côté de la rue. Une berline grise, banale, vitres teintées. Je ne pouvais pas voir qui était à l'intérieur, mais l'intention était claire. Surveillance, intimidation. Je suis sorti discrètement par la porte arrière, traversant les jardins voisins pour éviter d'être repéré. L'air du soir était frais sur mon visage, tandis que je me faufilais dans les ombres. Je me sentais ridicule, mais j'étais terrifié. Mon cœur battait la chamade à chaque clôture franchie, à chaque pelouse traversée, redoutant qu'on m'intercepte à tout moment. Au café, Audrey, Cameron et Ray m'attendaient. Des gens ordinaires, dont les vies avaient été déraillées par Evelyne. Le lieu bourdonnait de vie, étudiants sur leurs ordinateurs, couples en rendez-vous, amis qui discutaient en grignotant. Notre conversation sinistre jurait avec le parfum du café et l'ambiance chaleureuse. « Alors, c'est toi la dernière victime ?» dit Audrey d'un ton compatissant. « Je suis désolé pour ton chien. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais. Dans la vingtaine peut-être. Les mains nerveuses, jouant sans cesse avec ses lunettes ou son mug. On ne sait pas encore ce qui lui est arrivé, ai-je insisté, m'accrochant désespérément à l'espoir. L'alternative était trop douloureuse à envisager. Le café devant moi refroidissait, toujours intact. Evelyne devient de plus en plus dangereuse, murmura Cameron. Il baissa la voix et jeta un œil inquiet autour de lui, comme s'il craignait de voir des adeptes d'Evelyne à la table d'à côté. Un ami à moi est encore dans le groupe. Il m'a dit qu'elle parle maintenant d'action directe. Son doigt traçait des cercles anxieux dans un tas de sucre renversé. « Il faut l'arrêter », dis-je d'une voix ferme. Pas seulement pour Max, mais pour Lorraine et pour tous ceux qu'elle contrôle. Même moi, j'étais surpris par la détermination dans ma voix. Quelque part entre la peur et la rage, j'avais trouvé ma résolution. On a élaboré un plan.
Audrey prétendrait vouloir réintégrer le groupe pour récolter des informations. Cameron surveillerait les réseaux sociaux pour repérer des indices sur le fameux rituel de purification. Ray m'aiderait à installer un dispositif de surveillance près de la maison d'Evelyn. Le bruit ambiant du café couvrait nos échanges. Penché sur la table, on aurait dit des espions dans un vieux film noir. En retournant à ma voiture, je remarquais la même voiture grise, maintenant garée en face du café. Moteur allumé, phares éteints. Le conducteur ne faisait même plus semblant de se cacher. Une tactique d'intimidation évidente. J'ai pris un itinéraire détourné pour rentrer, tournant au hasard, entrant dans des magasins pour en ressortir par l'arrière, empruntant des ruelles. Finalement, j'étais convaincu d'avoir semé ma filature, mais en arrivant chez moi, je trouvais ma porte d'entrée entr'ouverte. Le cœur battant, je la poussais. Tout était silencieux à l'intérieur. Rien ne semblait déplacé, jusqu'à ce que je remarque que toutes les photos de Max avaient disparu. Arrachées des cadres et des albums. Les cadres vides restaient comme des fantômes accusateurs. Sur la table de la cuisine, un petit flacon rempli d'un liquide rouge et un mot griffonné « Du sang pour du sang ». L'écriture n'était pas celle de Lorraine. Elle était plus anguleuse, plus agressive. Le flacon brillait sous la lumière. Son contenu était épais, sombre. Je reculai aussitôt et appelai la police. Cette fois, ce furent les agents Wilson et Sato qui répondirent. Ils inspectèrent la maison et mirent le flacon sous scellé. L'agente Sato était plus jeune, plus attentive. Ses yeux sombres ne rataient aucun détail. « Ça ne prouve toujours pas que votre ex-femme a fait quoi que ce soit à votre chien », déclara Wilson, sceptique, campé dans mon salon, les pouces accrochés à sa ceinture, l'air lassé. « Quelqu'un est entré chez moi et m'a laissé une menace », ai-je protesté. « Ce n'est pas suffisant, ça ?» Ma voix résonnait dans la maison désormais vide, les murs nus où pendaient autrefois les photos de Max semblèrent se moquer de moi. L'agent Sato examina les photos que j'avais prises dans l'appartement de Lorraine, le sanctuaire, le carnet inquiétant. C'est préoccupant, admit-elle. Mais avoir des croyances étranges et écrire des choses bizarres, ce n'est pas illégal. Son ton était plus doux que celui de Wilson, mais le message était le même. Il leur fallait plus de preuves pour intervenir. « Et ce rituel prévu demain soir ?» insistai-je. « Ce n'est pas alarmant, ça ?» Je leur montrai la photo du calendrier, la date encerclée en rouge semblant presque vibrer de menace. Wilson soupira. « On peut faire une visite de courtoisie, vérifier si votre ex va bien, mais au-delà de ça, il laissa sa phrase en suspens. Message clair. Leurs mains étaient liées tant qu'aucun crime n'avait été formellement commis. Après leur départ, je suis allé m'enregistrer dans un motel sous un faux nom, en payant en espèces. Je ne pouvais plus dormir chez moi, pas après que quelqu'un y soit entré aussi facilement. La chambre était sans âme, mur beige, dessus de lit à fleurs, mobilier bon marché. Mais elle me semblait plus sûre que mon propre foyer. Ray m'a appelé avec des nouvelles inquiétantes. J'ai eu accès à leur forum privé. Ils prévoient quelque chose chez toi demain soir. Il parle de purifier la source de la corruption. Sa voix était entrecoupée de grésillements à cause de la mauvaise connexion Wi-Fi du motel. Chez moi, ai-je répété, sous le choc. Je tournais en rond dans la petite chambre, les pieds nus frottant la moquette rêche. Tu sais ce qu'il compte faire exactement ? Pas vraiment. Mais il parle d'apporter des outils de purification et de porter des tenues de protection. Les implications me glaçaient. Peu importe ce qu'ils avaient prévu, ils se préparaient à quelque chose de sale. Le lendemain s'écoula dans un brouillard d'anxiété. Le soir venu, nous étions en position près de ma maison. Ray et moi dans ma voiture, garés quelques maisons plus loin. Audrey et Cameron dans un autre véhicule, dissimulés au coin de la rue. Le quartier était calme. La plupart des maisons étaient éteintes ou n'émettaient qu'un faible halo de lumière. Les gens s'étaient installés pour la nuit. J'avais passé un appel anonyme à la police, signalant une possible activité suspecte à mon adresse. L'agente Sato m'avait promis qu'une patrouille passerait de temps en temps, même si elle ne pouvait garantir une surveillance constante, sans preuve plus solide. À 23h30, une camionnette s'est arrêtée devant chez moi. 5 silhouettes vêtues de noir en sont sorties, des sacs sur le dos. Sous le lampadaire, j'ai pu apercevoir leur visage un instant. Je reconnus immédiatement Lorraine et Evelyn. Les mouvements de Lorraine étaient hésitants, presque mal assurés, tandis qu'Evelyn avançait d'un pas ferme et assuré. « Elles sont là », chuchotai-je dans mon téléphone. « La police ?» demanda Audrey depuis sa planque. Toujours rien. La nuit semblait trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Nous les observâmes entrer dans ma maison. Quelques minutes plus tard, une lumière vacillante apparut à travers les rideaux du salon. Une lueur orangée dansait derrière le tissu, projetant des ombres étranges. « Il brûle quelque chose », soufflai-je, déjà en train de sortir du véhicule. « Rappelle les urgences !» Je ne pouvais plus attendre. Peu importe ce qui se passait à l'intérieur, je devais l'arrêter. Je me suis élancé en courant, Ray sur mes talons. L'air frais de la nuit fouettait mon visage, et le bruit de nos pas résonnait étrangement fort dans le calme du quartier. Par la fenêtre, je les vis formant un cercle dans mon salon, autour d'un petit feu contenu dans un récipient métallique. Lorraine lisait un texte, tandis qu'Evelyn jetait quelque chose dans les flammes. Je défonçai la porte d'entrée. « Arrêtez !» Ma voix éclata dans la pièce, brisant le silence. 5 visages se tournèrent vers moi, stupéfaits. Lorraine laissa tomber sa feuille, la bouche grande ouverte. Le visage d'Evelyn passa de la surprise à la colère en une fraction de seconde. « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» criai-je, tentant d'apercevoir ce qui brûlait.
L'air était chargé d'une fumée âcre, mêlée à une odeur chimique que je ne parvenais pas à identifier. Evelyn fut la première à se ressaisir. Son visage se tordit en un rictus de mépris. « Le meurtrier revient sur les lieux de ses crimes », susurra-t-elle avec un mépris glacé. Ses yeux brillaient d'un fanatisme inquiétant. « De quoi tu parles ? C'est vous qui avez forcé l'entrée !» Je balai la pièce du regard. Outre Lorraine et Evelyn, il y avait 2 femmes et un homme, tous en noir, tous me fixant avec un mélange d'hostilité et d'incompréhension. « On purifie cet endroit de la mort », déclara le jeune homme aux côtés d'Evelyn. « Ton karma est souillé par le sang. » Il se tenait droit, les épaules en arrière, essayant de paraître sûr de lui, bien que sa voix trahissait un léger tremblement. Je fixai Lorraine, cherchant un fragment de la femme que j'avais épousée. « Lorraine, qu'est-il arrivé à Max ? Dis-le-moi, s'il te plaît. » Je tentai de garder une voix calme, de m'adresser à ce qu'il restait d'elle. Un éclair traversa son regard. Un doute, une once de culpabilité peut-être. Mais avant qu'elle puisse parler, Evelyn s'interposa. « Ne l'écoute pas, il essaie de te manipuler, comme toujours. » Elle posa une main protectrice sur l'épaule de Lorraine, se plaçant entre nous comme un rempart. « Je n'ai jamais manipulé Lorraine, » dis-je en m'adressant à tout le groupe. Mais Evelyn, elle, vous manipule tous. Posez-vous la question. Pourquoi sort-elle avec un mangeur de viande tout en condamnant les autres pour la même chose ? Je lançai cette accusation comme une grenade. Le doute se répandit sur leur visage. Une des femmes regarda Evelyn avec incertitude. « De quoi il parle ?» demanda-t-elle. Elle semblait plus jeune que les autres, probablement étudiante, son visage encore marqué d'un reste d'innocence malgré le fanatisme. « Il ment !» cracha Evelyn. « Il essaie de nous diviser. » Mais sa voix avait perdu de son assurance. Une note défensive s'y glissa. « Montre-leur ton Instagram », la provoquai-je. « Montre-leur les photos de toi et de ton copain en train de faire un barbecue. » Je fis un pas en avant, galvanisé par les fissures que je voyais apparaître. Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent. « Quoi ?» Elle se tourna vers Evelyn, la confusion peinte sur son visage, et cette fois, quelque chose de plus profond, la trahison. Vérifier son téléphone, insistai-je. Elle vit une double vie. Le feu continuait à crépiter, projetant des ombres vacillantes sur nos visages. Evelyn serra les mâchoires. C'est ridicule. On est là pour le rituel, pas pour écouter ses mensonges désespérés. Elle essayait de reprendre le contrôle, mais l'autorité dans sa voix s'effritait. Le jeune homme la fixa, hésitant. « C'est vrai ?» demanda-t-il, le doute évident dans sa voix. « Jason, n'écoute pas », le prévint Evelyn. « Tu te souviens de ce qu'on a dit. Les non-croyants essaieront toujours de nous détourner. » Elle lui attrapa le bras, mais il se dégagea légèrement. « Et Max ?» demandai-je à nouveau, fixant Lorraine. « Dis-moi ce qui lui est arrivé. » La question plana dans l'air, lourde de sens. Les yeux de Lorraine se remplirent de larmes. « Je n'ai pas pu... Je ne voulais pas... » Sa voix se brisa. Pour la première fois, le masque zélé tomba. Une émotion sincère jaillit enfin. « Lorraine, non !» siffla Evelyn. Son emprise vacillait. La panique perçait sous son masque froid. Ray apparut à la porte. « La police arrive !» J'entends les sirènes. Une onde d'alarme traversa le groupe. Evelyn blêmit. « On doit partir, maintenant !» Elle rassembla précipitamment leur matériel, fourrant tout dans un sac. « Pas avant que j'aie des réponses, dis-je, me plaçant devant la porte. Les sirènes étaient désormais clairement audibles. Evelyn lança un regard noir. « Écarte-toi, ou on te forcera à le faire. » La menace tomba entre nous comme une lame. Son regard était glacial, calculateur. La tension monta, mais les gyrophares percèrent à la nuit. Evelyn me bouscula. Les autres la suivirent rapidement. Seule Lorraine hésita un instant, jetant un dernier regard en arrière, indéchiffrable, avant de courir après eux. Les policiers arrivèrent quelques secondes plus tard, mais le groupe s'était déjà dispersé. Les agents Wilson et Sato trouvèrent Ray et moi dans le salon, devant le feu cérémoniel toujours crépitant. Dans le récipient, un collier, pas celui de Max, un autre que je ne reconnaissais pas, et ce qui semblait être des morceaux de viande crue. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'agente Sato, visiblement troublée. Elle s'accroupit près du récipient métallique, sans le toucher. « Je pense que c'est symbolique », expliqua Ray. La viande représente ce qu'ils considèrent comme ses crimes, le fait de manger des animaux. Le collier est un symbole, lui aussi. Il parlait comme quelqu'un qui connaissait le fonctionnement interne du groupe, ses logiques déformées. « Donc il ne brûlait pas les restes de votre chien ?» confirma Wilson, soulagé. Il semblait enfin commencer à prendre mes inquiétudes au sérieux, maintenant qu'il avait vu de ses propres yeux la folie de leur comportement. « Je ne pense pas, » répondis-je, même si le doute me rongeait encore. « Mais je ne sais toujours pas où est Max. » La police prit les déclarations et collecta les preuves liées à l'effraction, promettant de retrouver Lorraine et les autres pour les interroger. Alors que je nettoyais les dégâts laissés derrière eux, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je prudemment. La maison me semblait vide, violée. L'odeur persistante de fumée me rappelait à quel point j'avais frôlé. Quoi exactement ? Je ne savais toujours pas ce que leur rituel était censé accomplir. « C'est moi !» La voix de Lorraine était à peine audible. « Je ne peux pas parler longtemps. Evelyn pense que je suis aux toilettes. » Elle avait l'air effrayée. Elle parlait à voix basse, précipitée. « Lorraine, où est Max ? Je t'en supplie, dis-le-moi !» Je serrai le téléphone à m'en faire blanchir les phalanges, retenant mon souffle. Un long silence, puis un souffle tremblant. « Il est vivant. Je n'ai pas pu le faire. Evelyn voulait que je le fasse. C'était un test final de loyauté.
mais je n'ai pas pu. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Une émotion vraie, brute, passée dans chaque syllabe. Un soulagement si intense me traversa que je dus m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Où est-il? Où est Max? Je me laissai tomber sur le canapé, les genoux soudain vides de toute force. Je l'ai confié à ma sœur à Sacramento. Je lui ai dit que toi et moi, on ne pouvait pas le garder à cause de la politique de l'appartement. Sa voix se fendilla. Je suis désolée, tellement désolée. Evelyne m'avait dit que ça me libérerait, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Lorraine, tu dois t'éloigner d'elle. Elle te manipule. J'essayais de parler doucement, même si en moi la colère et le soulagement se disputaient férocement. Je sais, murmura-t-elle. Je commence à comprendre ce qu'elle nous fait faire, et puis j'ai vu ces photos d'elle avec son copain en train de manger de la viande. Après tout ce qu'elle nous avait dit, sa désillusion était tangible. Elle ouvrait enfin les yeux. « Laisse-moi t'aider », proposai-je, sincèrement inquiet pour elle malgré tout. « Je ne peux pas encore. Elle nous surveille tout le temps, mais je vais essayer. » Des voix se firent entendre en arrière-plan. Je dois raccrocher. « Attends, comment je récupère Max ?» Je m'étais levé d'un bond, galvanisé par la simple idée que mon chien était vivant. « Je vais t'envoyer l'adresse de ma sœur, mais ne dis à personne que je t'ai appelé, surtout pas à la police. » Sa peur était palpable. Elle avait vraiment peur d'Evelyne. Le lendemain matin, je pris la route pour Sacramento. Un aller-retour de 6 heures qui me parut dérisoire face à la perspective de retrouver Max. La route défilait sous mes yeux, les kilomètres s'évaporant dans l'anticipation de nos retrouvailles. Je mis sa station de radio préférée, m'imaginant sa tête dodelinant comme il le faisait toujours quand certaines chansons passaient. La sœur de Lorraine, Sacha, était un peu confuse mais coopérative, surtout après que je lui eus expliqué ce qu'il se passait. Son appartement était petit, mais chaleureux. Des œuvres d'art colorées aux murs, des plantes sur chaque surface libre. Rien à voir avec l'atmosphère froide et cérémoniale que Lorraine avait adoptée. Lorraine a changé dernièrement, admit-elle pendant que Max me sautait dessus, couinant de joie. Elle est devenue distante, obsessionnelle. J'étais inquiète, mais elle ne voulait rien me dire. Elle est manipulée, expliquai-je en caressant les oreilles de Max. Son pelage était propre, doux. Sacha s'en était clairement bien occupée, mais je crois qu'elle commence à ouvrir les yeux. De retour chez moi, Max enfin à mes côtés, je rassemblais toutes les preuves que nous avions sur Evelyne. Les photos, les témoignages des anciens membres, les preuves d'intrusion, de harcèlement. Max me suivait partout, me collant sans arrêt, posant de temps en temps sa tête sur mes genoux ou mon bras pour chercher du réconfort. Je créai un groupe privé en ligne avec Audrey, Cameron, Ray et désormais Sacha. On commença à planifier notre prochaine action. Il fallait affronter Evelyne publiquement, réunir toutes ses victimes, montrer la vérité à ses adeptes. Notre stratégie prit forme au fil de visioconférences et de messages cryptés. Chacun apportait ses pièces au puzzle. L'opportunité arriva plus vite que prévu. Lorraine m'envoya un texto. Evelyne préparait un grand rassemblement de recrutement en centre-ville. Elle est désespérée. Après ce qui s'est passé chez toi, certains commencent à se poser des questions. Lire ce message me redonna espoir. L'emprise d'Evelyne faiblissait déjà. Le jour du rassemblement, Max refusait de me lâcher d'une semelle. Il me suivait de pièce en pièce, comme s'il craignait que je disparaisse encore. Il m'attendit même devant la douche, la truffe collée à la vitre embuée. Après tout ce qu'il avait vécu, son anxiété était compréhensible. « On va régler ça, mon grand », lui promis-je, lui donnant une friandise en plus avant de finaliser notre plan. Je le laissai chez un voisin de confiance. Là, je savais qu'il serait en sécurité. Audrey avait imprimé des tracts contenant des captures d'écran des publications hypocrites d'Evelyne sur les réseaux. Cameron avait recueilli des témoignages d'anciens membres. Ray avait même obtenu des enregistrements audio d'Evelyne, se contredisant entre ses réunions privées et ses discours publics. Mais notre arme secrète, c'était Lorraine. Elle avait envoyé un message simple mais décisif. « Je suis prête à parler. Je ne peux plus vivre comme ça. » Nous sommes arrivés tôt au parc de Westside, nous positionnant autour de la petite scène qu'Evelyne avait installée. Le parc était animé comme un samedi classique, des enfants jouaient, des couples se promenaient, des personnes âgées nourrissaient les canards au bord de l'étang. Notre groupe se fondait dans le décor, ressemblant à de simples promeneurs profitant du beau temps. À 11h45, une trentaine de personnes s'étaient rassemblées. Je reconnus certains visages de la nuit du rituel. D'autres étaient de nouveaux venus, curieux mais hésitants. Lorraine se tenait près de l'avant, pâle mais résolue. Elle me fit un léger signe de tête. Evelyne arriva en grande pompe, toute de blanc vêtue, portant un mégaphone. Son entrée était millimétrée pour un effet maximal. Les vêtements immaculés, la démarche assurée, le soleil dans son dos lui donnant un effet d'auréole presque céleste. « Amis, alliés, guerriers de la justice !» lança-t-elle d'une voix puissante. Nous sommes réunis aujourd'hui pour propager le message de compassion et de libération. Son charisme était indéniable. Elle savait captiver une foule, jouer de son ton, de ses poses, de son regard. Pendant qu'elle parlait, Audrey et Cameron circulaient discrètement dans le public, distribuant nos tracts. Je vis les expressions changer au fur et à mesure que les gens découvraient les photos. Evelyne souriante aux côtés de son copain, dévorant des côtes de porc, un hamburger à la main, bottes en cuir aux pieds. Une onde de confusion traversa la foule, comme un caillou lancé dans une eau calme. Une jeune femme leva la main, coupant Evelyne au milieu d'une phrase. « C'est vous, en train de manger de la viande ?» Elle brandit le tract,
la confusion sincère sur son visage. Le sourire d'Evelyn vacilla un instant, puis elle se reprit. C'est évidemment un montage. Mes ennemis sont prêts à tout pour discréditer notre mouvement. Evelyn tenta d'en rire, de détourner l'attention, mais le mal était fait. Le doute s'était installé. Ce n'est pas un montage, lançai-je en m'avançant. La foule s'ouvrit légèrement, laissant une ligne claire entre Evelyn et moi. Ton petit ami Jason les a postés lui-même, sur son compte Instagram public. Ma voix portait dans le silence soudain du rassemblement. Des murmures se propagèrent. Evelyn m'aperçut. Ses yeux se plissèrent. Cet homme, cracha-t-elle en me désignant du doigt, est un bourreau d'animaux connus, incapable de supporter l'éveil spirituel de sa femme. Sa tentative de détourner l'attention était transparente. C'est faux, dit Lorraine d'une voix douce mais claire en s'avançant à son tour. Le silence retomba. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il n'a jamais fait de mal à aucun animal. Tu m'as demandé de voler son chien et... Sa voix se brisa. De faire des choses horribles pour prouver ma loyauté. Le silence était total. Le poids de ses mots figeait l'air. Son témoignage était incontestable. La favorite d'Evelyn venait de rompre publiquement avec elle. Tu nous as dit de couper les ponts avec ceux qui refusaient de se convertir, continua Lorraine, prenant de l'assurance. Tu nous as poussés à vandaliser, à menacer des gens. Tu disais que c'était pour les animaux, mais en réalité, c'était toujours pour le contrôle. Sa voix gagnait en force à chaque phrase, comme si dire la vérité l'allégeait peu à peu. Lorraine est manifestement instable, répondit Evelyn d'un ton sec. Elle a été manipulée par son ex-mari. Nous avons tous été manipulés par toi, lança Ray en s'avançant à son tour. Je t'ai donné des milliers de dollars pour un refuge animalier qui n'a jamais existé. Il se plaça aux côtés de Lorraine, solidaire. Tu m'as poussé à rompre avec mon copain parce qu'il n'était pas assez pur, ajouta Cameron. Alors que toi, tu sortais en secret avec un carnivore. Un autre ancien membre nous rejoignit, faisant face à Evelyn. Un par un, ses anciens disciples prenaient la parole. L'ambiance changeait. On sentait la confusion céder à la colère. Les adeptes encore fidèles à Evelyn semblaient perdus, ne sachant plus qui croire. Certains commençaient à s'éloigner discrètement du rassemblement, refusant d'être associés à ce qui devenait un désaveu public. « Ce sont des mensonges !» hurla Evelyn. « Ils essaient de détruire tout ce que nous avons construit. » Mais sa voix n'avait plus l'autorité d'autrefois. Sa prestance s'effritait. Son masque craquait. « Et qu'avons-nous construit, Evelyn ?» demanda Lorraine. « Une secte où tu es la seule à ne pas respecter les règles ?» La question flotta dans l'air, terrible dans sa simplicité. Le visage d'Evelyn se déforma de rage. Elle se jeta sur Lorraine, lui agrippant le bras. Espèce d'ingrate. Son masque venait de tomber entièrement, révélant le besoin de contrôle, la colère à vif. Je réagis instinctivement, me plaçant entre elles. Ne la touche pas. Ma voix était basse mais ferme. Mon attitude protectrice, non violente. Evelyn relâcha Lorraine et recula, le regard paniqué, tournoyant à la recherche de soutien. Mais ses partisans s'éloignaient. Certains regardèrent déjà l'Instagram de Jason, confirmant nos accusations. « Ce n'est pas fini », siffla-t-elle avant de s'enfuir, suivie de quelques fidèles restants. Ses vêtements blancs paraissaient désormais ternes, presque ridicules, comme un déguisement qui avait perdu son pouvoir. Le rassemblement se dispersa en petits groupes de gens déboussolés, discutant de ce qu'ils venaient de vivre. Lorraine était à mes côtés, tremblante. L'épreuve l'avait épuisée, mais son visage exprimait aussi un soulagement profond, celui d'être enfin libre. « Ça va ?» lui demandai-je. Une brise légère traversa le parc, apportant le parfum de l'herbe fraîchement coupée et l'odeur lointaine de grillade. Elle hocha la tête sans me regarder. « Je suis désolé, pour tout. Je n'attends pas ton pardon. Mais j'avais besoin de faire ça. » Sa voix était calme, ferme, plus aucune trace de fanatisme. « Max est en sécurité, lui dis-je. C'est ce qui compte. » Et c'était vrai. À cet instant, le passé pesait moins que le fait qu'on ait échappé à l'influence d'Evelyn et que Max soit sain et sauf, à la maison. Je ne lui aurais jamais fait de mal, murmura-t-elle. Quand Evelyn m'en a parlé, j'ai compris à quel point tout ça était devenu tordu. Mais j'avais trop peur pour fuir. Son aveu resta suspendu. Ce n'était pas une excuse, juste une vérité douloureuse. Audrey s'approcha et posa une main douce sur l'épaule de Lorraine. « On est tous passés par là. L'important, c'est que tu sois sortie. » La solidarité entre anciens membres était palpable. Ils comprenaient quelque chose que moi, je ne pourrais jamais saisir complètement. Dans les jours qui suivirent, les répercussions furent énormes. D'anciens adeptes sortirent de l'ombre, partageant leurs témoignages. Les réseaux sociaux d'Evelyn furent envahis de questions sur ses contradictions. Le mouvement qu'elle avait bâti commença à s'effondrer. Lorraine s'installa chez sa sœur à Sacramento. Elle entama une thérapie et reconstruisit sa vie loin de l'emprise d'Evelyn. On se parlait parfois, des conversations brèves, maladroites, qui se terminaient souvent par une nouvelle excuse de sa part. Je n'étais pas prêt à lui pardonner totalement, mais j'étais heureux qu'elle ait trouvé de l'aide. Evelyn, elle, ne disparut pas en silence. D'abord, ce furent d'elle les publications calomnieuses, que j'étais un mari violent, que Lorraine était instable, que tous ceux qui parlaient contre elle mentaient. Puis, vint l'intimidation. Une nuit, je retrouvais mes pneus crevés. Un autre jour, on jeta de la peinture rouge sur ma porte d'entrée. À chaque fois, je documentais tout et déposais une plainte. L'agente Sato prit l'affaire au sérieux. Elle augmenta les patrouilles dans mon quartier. « On est en train de monter un dossier », me rassura-t-elle. « Harcèlement, effraction, vandalisme. Il nous faut juste la prendre en flagrant délit. »
Sa détermination me donnait confiance. Enfin, quelqu'un en position d'autorité comprenait la menace. Et l'occasion arriva. 2 semaines après le rassemblement, la caméra de sécurité que j'avais installée capta Evelyn, à 2h du matin, tentant de forcer l'entrée de mon jardin. La police arriva avant qu'elle ne réussisse. Elle avait sur elle une bombe de peinture et un couteau. Les images étaient accablantes. On la reconnaissait sans peine, même sous sa capuche. On la voyait essayer de forcer ma porte arrière, les instruments de vandalisme à la main. La procédure judiciaire fut lente, frustrante. Evelyn engagea un avocat cher, qui la présenta comme une militante passionnée, injustement persécutée. Mais les preuves étaient accablantes. Les intrusions, les menaces, les témoignages de plusieurs anciens membres, elle plaida finalement coupable pour harcèlement et tentative d'effraction. Elle écopa de sursis ainsi que d'une ordonnance restrictive l'empêchant de m'approcher, moi, Lorraine ou toute autre personne ayant témoigné contre elle. Ce n'était pas la justice que j'espérais, mais son influence était brisée. Ses derniers fidèles finira par la quitter à leur tour, à mesure que ses contradictions éclataient au grand jour. Le mouvement qu'elle avait bâti s'effondra sous le poids de ses propres mensonges. 3 mois plus tard, je commençais enfin à me sentir normal. Max et moi avions retrouvé une routine confortable. Ma maison ne me semblait plus souillée par ce qui s'y était passé. J'avais repeint les murs, réorganisé les meubles, repris possession des lieux. Les photos de Max avaient retrouvé leur place dans leur cadre. Ses jouets traînaient à nouveau sur le tapis du salon, là où ils devaient être. J'avais même recommencé à fréquenter des gens. Rien de sérieux. Juste quelques cafés avec une femme rencontrée au parc à chiens qui s'était tout de suite bien entendue avec Max. Elle s'appelait Mélissa, était auxiliaire vétérinaire, adorait les animaux mais ne s'intéressait pas du tout à réguler l'alimentation des autres. Nos conversations étaient simples, naturelles, dénuées de toute idéologie, et c'était reposant. Puis Lorraine a appelé. « Je reviens en ville », dit-elle. « J'ai reçu une offre d'emploi impossible à refuser. Je voulais que tu l'apprennes de ma bouche. » Sa voix semblait plus posée, plus saine. Elle ressemblait à nouveau à la Lorraine que j'avais connue et aimée. « Ah !» fis-je, un peu pris au dépourvu. « C'est bien. Tu vas bien ?» Max dressa les oreilles en entendant sa voix sur le haut-parleur, penchant la tête avec curiosité. Les chiens sont les meilleurs thérapeutes. Ça aide. Et être loin de tout ça aussi. Elle marqua une pause. « Comment va Max ?» La question était hésitante, comme si elle ne savait pas si elle en avait encore le droit. « Il va très bien, comme avant. » Je me penchai pour lui gratter l'arrière des oreilles, et il se pressa contre ma main, la queue battant le sol. « Je suis contente, vraiment. » Encore une pause. « Écoute, je sais que rien ne redeviendra comme avant. Je n'attends pas ça, mais j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. » Sa sincérité transparaissait dans chaque mot. Je regardais Max paisiblement endormi sur son coussin. Pendant des semaines après l'avoir récupéré, il faisait des cauchemars, gémissant dans son sommeil. Mais maintenant, tout ça appartenait au passé. Il avait guéri. Peut-être qu'on pouvait tous guérir. « J'y travaille », lui répondis-je honnêtement. « Ça prendra du temps. » Ces mots sonnaient justes. Ce n'était pas une promesse vide, juste la reconnaissance que c'était possible. Je comprends. Merci de ne pas me détester. Même à travers le téléphone, je pouvais entendre son soulagement. Une semaine plus tard, je tombais sur Lorraine au supermarché. Elle avait l'air plus en forme, moins pâle, les yeux plus clairs. Ses cheveux avaient retrouvé leur couleur naturelle, sans cette coupe sévère qu'elle s'était imposée sous l'influence d'Evelyn. Elle portait un pull bleu simple, un jean. Elle ressemblait de nouveau à la femme que j'avais épousée. « Salut », dit-elle, aussi surprise que moi. On se figea maladroitement au rayon fruits et légumes, nos chariots formant une sorte de barrière entre nous. « Salut », je jetai un œil à son chariot. « Je vois que tu remanges de la viande. » Un paquet de blancs de poulet trônait au-dessus de ses autres courses. Légumes, fruits, un panier équilibré, normal. Elle sourit faiblement. Avec modération, ma psy dit que penser en noir et blanc, c'est rarement sain. Elle resserra sa prise sur la poignée du chariot, un geste nerveux. « Sais-je psy ?» dis-je en hochant la tête. J'appréciais cette approche plus nuancée. On resta là un instant, sans trop savoir quoi dire, jusqu'à ce qu'elle demande « Et Max ?» Sa voix s'adoucit en prononçant son nom. Une affection sincère perçait. « Il va bien. » Toujours aussi farfelu. Je souris en pensant à la façon dont il m'avait accueilli ce matin-là, m'apportant son jouet préféré comme un cadeau. « Il me manque », avoua-t-elle. « Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais c'est vrai. » Elle baissa les yeux. La culpabilité passa brièvement sur son visage. J'hésitais, puis je pris une décision à laquelle je ne m'attendais pas moi-même. « Tu voudrais le voir, un de ces jours? Peut-être au parc à chiens? Je pense que ça lui ferait plaisir. » Ma proposition me surprit autant qu'elle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment? Tu serais d'accord ?» Un mélange d'espoir et d'incrédulité illumina son expression. « Je crois. On peut essayer en tout cas. » C'était la bonne direction. Prudente, mais tournée vers l'avenir. « J'aimerais beaucoup, » murmura-t-elle. Son sourire était authentique, le même que celui de la femme dont je m'étais épris, autrefois. On échangea nos numéros. Elle en avait un nouveau, tout comme un nouveau téléphone, probablement un symbole de son nouveau départ, et on fixa une rencontre approximative pour le week-end. En la regardant s'éloigner, je réalisais quelque chose. Je ne la détestais plus. Peut-être que je ne comprendrais jamais complètement comment elle avait pu se perdre à ce point dans le délire d'Evelyn, au point d'envisager de faire du mal à Max. Mais je la croyais quand elle disait qu'elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Les gens font parfois de graves erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'ils en tirent. Le samedi suivant, j'emmenai Max au parc à chiens.
Lorraine était déjà là, assise nerveusement sur un banc. Quand Max la vit, il s'arrêta net, une seconde. Puis il fonça vers elle, la queue en furie. Elle s'agenouilla, le laissant lui lécher le visage pendant que les larmes coulaient sur ses joues. La scène était bouleversante. Max ne l'avait pas oublié. Il tenait encore à elle. Malgré tout, je restais un peu à l'écart, leur laissant ce moment. Peu importait ce que l'avenir réservait à Lorraine et moi, si on arrivait à redevenir amis, ou simplement rester cordiaux, je savais qu'on avait tous les deux appris quelque chose d'essentiel à travers ce chaos. Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Certaines personnes méritent une seconde chance. Et parfois, la meilleure des revanches, ce n'est pas de rendre les coups, c'est d'aller de l'avant et de vivre une vie paisible. Quant au steak, j'en mange encore à l'occasion, mais aujourd'hui, mon alimentation est plus variée. La vie est trop courte pour s'obséder sur une seule chose. Qu'on parle de viande ou de l'absence de viande, l'essentiel, c'est l'équilibre. Et surtout, gardez votre chien près de vous et les amis manipulateurs de votre ex-femme à des kilomètres.